Le roi des zones, c'est vraiment un personnage extrêmement flippant, mais genre tu prends plaisir à flipper. Très bizarre comme sensation. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire un nouveau point lecture. On démarre tout de suite avec le premier roman publié de Eden d'Etera. Je vous en ai déjà parlé mais je reviens vous en parler. Either Dreams, publié aux éditions Hachette. J'avoue qu'il est communiqué en tant que roman compagnon, à savoir que le roman a été écrit avant la webtoon. Le webtoon, j'arrête pas de dire la webtoon mais dans ma tête ça sonne mieux. Bon forcément le roman a été retravaillé avant publication et d'ailleurs ce n'est pas exactement ce que j'avais lu, même si en soi on reste sur la même idée quoi. Nous avons ici la protagoniste Eden qui arrive dans un coin qu'elle ne connaît pas du tout. Elle est en réalité amnésique. Elle est complètement perdue au milieu de la nature. Elle porte sur elle un collier qui va l'aider petit à petit à retrouver son chemin et c'est un collier qui émet de la lumière et qui semble réagir à certaines interactions ou à certains sentiments qu'elle ressent. Bon, une fois qu'elle se retrouve dans sa nature paumée dans la pampa, il va y avoir un autre personnage qui va arriver et qui lui semble savoir d'où elle vient. Il s'agit du personnage de Lee, l'énigmatique Lee, qui va la prendre main dans la main et qui va l'emmener dans un autre monde. Un monde qui semble la reconnaître, mais un monde qu'elle ne reconnaît pas. C'est un monde qui attend le retour de la gardienne de l'éther, et évidemment elle seule pourra sauver son royaume. Tellement aimé cette romantésie. Vraiment, ce que j'ai adoré particulièrement, c'est le traitement des personnages secondaires et vraiment ce côté très dense. Et vraiment, c'est des personnages pour moi qui étaient dans un sens profond, mais aussi il n'y avait pas ce truc bourratif en mode il y a plein de personnages et vas-y que tu dois te débrouiller pour trouver quel lien à qui machin bidule, qui est ami avec machin, qui compte tuer machin. Pour le coup, ça a été hyper bien fait et alors je cheap fort les romances qu'il y a dedans. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce monde-là et le traitement qu'il y a aussi sur la santé mentale, puisque c'est également abordé et c'est le gros plus pour moi de ce roman. J'ai connu Eden à travers son talent artistique, à travers ses illustrations, d'abord sur Instagram puis ensuite par le biais de sa webtoon et très vite j'ai eu comme information qu'il y avait un roman et quelques temps après elle a pu se faire publier. Donc forcément j'ai un attachement particulier pour cette autrice, mais alors je dois dire qu'elle maîtrise à merveille le slow burn, le suspense, le bon vieux Enemies to Lovers. Et pour le coup elle ménage pas du tout ces personnages qui chacun d'eux presque ont vécu des moments de leur vie assez traumatisants et je pense que ça a été mais dur d'écrire ça. Et pour le coup ça va crescendo, c'est vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire celui-ci. J'ai très hâte de pouvoir lire la suite parce qu'on ne peut pas rester ainsi, c'est pas possible. Bon normalement je devrais pas vous le représenter mais j'ai envie de vous en parler. Je me suis fait une relecture d'un palier d'épines et de roses publié aux éditions La Martinière de Sarah Gimas. J'avais envie un petit peu de me remettre dans ce mood là parce que j'avais énormément aimé le premier tome. J'avais également lu le deuxième tome, mais alors le deuxième tome, il n'y a pas de souvenir, je sais pas comment je l'ai lu. Le premier tome en revanche, je dis ça parce que j'ai entamé ma relecture de tome 2, vraiment j'étais en mode ah oui c'est vrai il y a ça, ah oui il y a ça, ah oui. Le tome 2 il y a rien qui se passe, je suis vraiment en mode waouh je suis en train de découvrir une nouvelle histoire. Pas du tout Emma, tu l'as déjà lu. Nous sommes ici sur une réécriture de La Belle et la Bête. Nous avons la jeune protagoniste Feyre qui vit avec son papa et ses sœurs dans un petit cabanon. L'hiver est assez rude pour eux et ils comptent uniquement sur les talons de Feyre pour chasser, pour pouvoir se nourrir et survivre à cet hiver glacial. Bon faut imaginer que la petite Feyre elle part avec son arc et ses flèches telles Katniss Everdeen, sauf que là c'est de la fantaisie. Elle arrive, elle voit un loup et pas une brebis, c'est une biche il me semble, une petite biche. Elle voit la biche, elle dit putain le loup va me niquer ma biche, pas envie. Du coup elle tue le loup et la biche, elle fait vraiment une doublette. Sauf qu'en réalité ce loup n'était pas n'importe quel loup, il s'agit d'un fae, élément magique qui intervient. Oui. Et ce ne sera pas le premier élément magique. Suite à ça, elle va être emmenée de force à Prythian, qui est le royaume des immortels. Peut-être que Jacob se cache là-bas. J'ai un problème avec Twilight, c'est dingue. J'aime pas et je le calme tout le temps. C'est un palais là-bas qui est magnifique. Sa prison pour avoir tué un fae et donc de rester dans ce palais absolument magnifique où on va venir subvenir à ses besoins. Et son geôlier, Tamlin, n'a rien d'un monstre du tout. La plupart
des personnes là-bas, je crois que c'est... Ouais, c'est tout. Tous se cachent avec un masque. Un mal semble toucher ce monde des immortels et va peut-être se propager sur le royaume des mortels. Et à l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Bon, on trouve beaucoup de choses à boire et à manger sur cette série. Très sincèrement, moi je me suis complètement éloignée des avis qu'il pouvait y avoir pour essayer de me faire le mien, et c'est aussi en partie pour ça que je fais cette relecture. Et très sincèrement, moi je ne peux que vous dire que j'adore cette histoire. Peut-être effectivement qu'il faut s'arrêter jusqu'au 3e ou 4e tome maximum, et que peut-être il faut pas lire tous les tomes là qui sortent, parce qu'il y a peut-être ce truc de série à rallonge, mais en tout cas ce premier tome, je retrouve totalement la magie que j'avais au début, et c'est vrai que c'est complètement un livre à lire pendant cette saison d'automne, ou même la saison d'hiver où il fait froid, où il fait humide, etc. Il y a vraiment une ambiance très particulière. Je trouve que pour moi, le point fort de Sarah J. Maas, ça reste dans son ambiance, ça reste dans l'univers. Les personnages, je les aime bien, mais vous voyez par rapport à la romantécie de Eden, je trouve que le traitement des personnages secondaires est meilleur pour le coup que dans ici, où vraiment on est toujours très centré sur les personnages principaux. Après en même temps c'est eux qui vont faire cette quête, et c'est eux qui vont partir à l'aventure, comme Eden dans Either Dreams, mais je reproche un petit peu un manque de traitement. Pourtant ce livre est plus épais, il y a plus de caractères, il y a plus de pages, il y a plus de mots, mais c'est vrai que j'ai ce petit bémol là. En revanche, la magie qui est dépeinte dans ce livre, je l'aime particulièrement. Je la trouve très belle et très fascinante, et vraiment on a ce truc de rentrer dans un conte de fées qui est quand même assez cruel. Voilà, je ne vous invente rien par rapport à cette série, mais j'avais envie quand même de notifier que je me fais encore une relecture parce que j'adore les relectures. Et il y a tellement de... D'ailleurs je l'ai même pas fait, mais sur le tome 2 je commence tellement à annoter ce livre. Il y a tellement de belles citations. Je n'ai encore rien lu de Sarah J. Maas, hormis celui-ci. Je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais elle est hyper forte quand même pour avoir des phrases, des mots comme ça qui te marquent. On continue dans la fantasy, et cette fois-ci je trouve qu'elle est un peu plus accessible à un large public de lecteurs. Il s'agit de Destin cruel de Kylie Smith aux éditions Bayard. Pour moi c'est un livre qui peut se lire à partir de 12 ans. Je sais qu'on va me poser cette question, pour moi il est complètement accessible en termes de narration pour cet âge-là. Nous sommes ici à Illustros où le destin des sorcières est scellé par des dés magiques. Nous allons également retrouver le personnage de Calliope Rosewood qui est à son 3e lancer de dés, et elle est à un poil de fesse d'être touchée par la malédiction. En réalité, si elle lance les dés et qu'elle fait plus d'un 6, elle va, enfin du moins pour les sorcières, elle est considérée comme une sorcière de sang et peut-être faire partie d'une prophétie qui forcément mettrait en péril pas mal de monde. Calliope va alors prendre la fuite, elle va retrouver ses amis, lui dire Can you help me, parce que là j'ai chaud aux fesses, et elle va croiser également Gideon qui se trouve dans le même cas qu'elle. Et ce jeune Gideon lui dit écoute, j'ai peut-être un tips, j'ai peut-être un plan, je connais, enfin il existe un sorcier mystérieux, légendaire, forcément difficilement trouvable, mais qui peut effacer le jeté des dés et donc ainsi échapper à cette malédiction. L'intrigue démarre comme ça, j'ai énormément aimé cette histoire, j'ai énormément aimé l'univers parce qu'on ne s'arrête pas seulement aux sorcières. Pour le coup ici, la plume est simple et très fluide, on a plusieurs références mythologiques, que ce soit au travers des Valkyries, au travers des sirènes notamment, et je crois que le tome 2, on va un peu plus se pencher sur ça, c'était un tout petit peu quand même le bémol du tome 1. Nous avons également les faées, les mages et encore bien d'autres. Au niveau romance, je pense qu'il y en a certains qui vont me demander, il y a effectivement un triangle amoureux qui pour le coup ne m'a pas dérangé parce que les joutes verbales sont vraiment... j'aime beaucoup. Et c'est deux personnages quand même qui sont assez différents, donc il y avait quand même un dynamisme qui se créait par cette trempe là. Petit coup de cœur pour ma part pour Ezra, et pour le coup dans cette histoire j'étais totalement dans mon élément, j'adore les histoires de sorcières et de destin, c'est un truc que je trouve hyper fascinant à lire. J'ai hâte d'avoir la suite et je sais pas quand est-ce que ça va tomber, mais vraiment je pense que je vais me jeter dessus. J'en profite également pour vous dire que j'ai sorti un book trailer en collaboration avec l'équipe Page Turner, donc l'équipe Page Turner c'est Bayard. Si vous avez envie de voir, parce que j'ai énormément aimé le faire, pour tout vous dire, je l'ai lu cet été. Donc ça fait un moment, mais je ne pouvais pas vous en parler avant. Donc je suis trop contente de cette réalisation et je suis hyper contente d'avoir lu ce livre, et surtout qu'il m'ait plu parce que sinon il n'y aurait pas de book trailer pour le coup. Donc voilà pour celui-ci. Nous poursuivons maintenant avec Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Le tome 1 c'est A Touch of Darkness. C'est publié aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy. Attention, c'est quand même pour public averti s'il vous plaît. J'espère que tout le monde connaît le mythe d'Hadès et Perséphone, en tout cas...
On va essayer de faire un petit résumé. Perséphone, il s'agit de la déesse du printemps, et dans cette histoire, elle va s'installer du coup à New Athens pour mener une petite vie discrète. Elle va se retrouver dans la peau d'une jeune journaliste mortelle, et le petit train-train quotidien va vite changer quand elle va s'asseoir sur la chaise d'un club lors d'une soirée, et elle va faire la rencontre d'Hadès. Et donc Hadès est le dieu des morts. Il joue énormément aux cartes et il a bâti tout un empire autour de ça. Ils vont se rencontrer du coup là-bas, se faire une petite partie de cartes, et après cette rencontre, Perséphone va se retrouver liée par un contrat à lui. Et les conditions de ce contrat sont assez impossibles puisqu'elle doit créer la vie dans ce monde souterrain sous peine de perdre sa liberté. Et petit à petit, on connaît le mythe d'Hadès et Perséphone, un amour va grandir entre les deux. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, c'est pas un coup de cœur, par contre, je tiens à le préciser, c'était quand même très agréable et c'est un mythe que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup avoir une romance beaucoup plus développée que ce qu'on peut lire de toute façon dans les textes de mythologie grecque qu'on peut retrouver classiquement, et parce que là on extrapole beaucoup plus, on ajoute beaucoup d'éléments modernes, etc. Et donc il y a ce truc de fangirler autour d'eux que j'apprécie beaucoup, mais par exemple c'était l'année dernière, je crois que j'ai lu le tome 4 cette année, ouais, j'avais lu L'Or Olympus du coup qui est la BD d'Hadès et Perséphone mais qui n'est pas de la même autrice, qui est du coup je ne sais plus qui, de Rachel Smith je crois, et je crois que je préfère un petit peu la construction qu'elle a fait dans la BD par rapport à celle-ci. Je la trouve un chouille pas assez rentrée dans l'art, pas assez détaillée, pas assez profonde, je trouve qu'on est encore légèrement en surface. Par contre ça reste une histoire fluide et quand même à quelques moments je me perdais, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a des moments où vu qu'on n'était pas assez ancré dans l'histoire, du coup je pense que je suis passée à côté de certains éléments. Par exemple j'ai trouvé que la mère était très effacée et qu'elle n'avait pas fait grand chose pour récupérer sa fille, et c'est en opposition avec le mythe quand même. Après c'est une liberté de l'autrice mais j'avoue que j'ai un peu tiqué là-dessus. Par contre ce qui était bien c'est qu'il y a eu quand même plusieurs rappels par rapport à différents dieux de la mythologie, donc ça permettait de pas te paumer parce qu'ils sont tellement nombreux, c'est les feux de l'amour le bordel. Ça a eu quand même le mérite de bien me captiver et j'aurais plaisir de lire la suite, mais à voir ce que donne le tome 2. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai lu la suite de Seul un monstre de Vanessa Lane. Du coup là c'est Jamais un héros aux éditions Lumen. Pareil, il y a eu une collaboration pour un book trailer sur ma page Instagram, je vous laisse checker ça. Pour le coup dans cette histoire, je vais vous résumer le tome 1 histoire de pas vous spoiler. Nous avons la jeune protagoniste Joanne Chung Hunt qui est à la fois humaine et également à la fois un monstre. Mais ça elle va pas l'apprendre tout de suite. Bon on l'apprend quand même au début du tome, mais pour elle au début c'est juste une humaine qui vit sa petite vie normale. Pour les vacances elle va passer son été avec la famille de sa mère, les Hunt, et c'est une famille un petit peu farfelue, ils sont assez extravertis, ils font des choses qu'elle n'a pas l'habitude de voir, donc elle va se retrouver là-bas à Londres. Elle va aussi bosser, elle a un taf saisonnier dans un manoir et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Nick qui est un passionné d'histoire. Et donc les Hunt ce ne sont pas juste des personnes excentriques, ce sont des monstres. Et alors pourquoi des monstres? Ce sont des personnes dotées de facultés bien particulières et pour le coup eux ils peuvent voyager dans le temps. On a un peu une vibe de Miss Peregrine quand même. Et donc la famille des Hunt ça fait partie de l'une des 12 familles qui règnent sur Londres et d'une des 12 familles de monstres, et chaque famille a sa particularité. Et dans la famille des Hunt comme dans les autres familles, on compte toujours une histoire d'un tueur de monstres et il s'avère que ça va prendre réalité. Ce tueur de monstres il existe bel et bien et il s'agit de Nick, le garçon pour qui elle crush. Il va faire, il va faire une tuerie pour accrocher sur quelqu'un d'autre quand même. Hein. Il va tuer beaucoup de personnes, dont des membres de sa famille, et elle va tout faire pour pouvoir remonter le temps et pouvoir arrêter Nick avant qu'il décime absolument tous les monstres. J'ai tellement aimé ce deuxième tome, vraiment j'ai hâte de lire la suite. Je sais que c'est une saga qui est vraiment sous-cotée, mais alors vous passez à côté de quelque chose. J'adore l'ambiance qu'il y a, on a à la fois un côté très Dark Academia puisqu'on a quand même une enquête de quelqu'un qui tue des gens, puis on a le côté Miss Peregrine avec ce côté très fantastique, le fait qu'il y ait plusieurs familles, qu'il y ait plusieurs dons différents. J'ai adoré les voyages dans le temps et comment ça peut être décrit. J'ai beaucoup aimé le fait que chaque famille a un don particulier. Vraiment je trouve que le point fort pour moi de Vanessa Lane c'est à la fois de te faire surprendre et en même temps d'avoir une baisse de tension, et une fois que c'est descendu tu remontes vite en pic de stress, mais c'est surtout dans la description des pouvoirs magiques et de ce qui se passe au niveau de la magie de ce monde là. Je l'ai trouvée hyper forte, j'arrive facilement à imaginer le truc et vraiment ça m'a vraiment enchantée, j'ai adoré ça. Il y a une dynamique aussi au niveau des personnages parce que Joanne ne va pas être le seul à essayer d'arrêter Nick, vraiment ils vont être plusieurs et j'ai tellement aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Nick, paradoxalement je pensais au début que je n'avais pas tant aimé que ça, et dans le tome 2 vas-y on a fait un petit traité de paix et j'ai beaucoup aimé le concept de cette chronologie du temps et d'autres lieux qu'on va découvrir. Je suis en train de me dire que heureusement que j'ai pas dit non parce que là j'aurais spoilé
spoiler, mais on va découvrir d'autres lieux magiques, etc. Et j'ai énormément aimé. Il y avait un côté aussi, vraiment, j'y vois beaucoup de ressemblances, mais pas dans le sens négatif. Mais pour ceux qui ont lu la trilogie des gemmes, donc Rouge Rubis, Vert Émeraude et Bleu Saphir, on a un peu cette vibes là aussi qui se retrouve au bout d'un moment, surtout à la fin du tome 1 et dans le tome 2. J'ai tellement aimé cette histoire là et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire la suite. C'est un réel coup de cœur cette saga. Nous poursuivons maintenant avec l'avant-dernier de ce point lecture. Il s'agit de comment le prince Cardan est venu à détester les histoires de Holly Black. Je sais pas où j'ai mis la jaquette, donc je vais vous le présenter comme ça. Dans l'histoire initiale du premier tome du Peuple de l'air, donc à savoir le prince cruel d'Holly Black, nous avons Jude qui est enlevé du monde des mortels avec ses sœurs pour atterrir dans le monde des immortels, le monde de Terrafae où vivent des fae. Et être humaine à Terrafae, c'est vraiment pas du tout repos. Et on rajoute à ça que Jude s'est fait son ennemi, vraiment un ennemi de choix, le prince Cardan, qui est une personne exécrable, qui ne cesse de l'harceler. Elle est prête à tout pour mériter sa place à la cour, et même si pour cela, elle doit défier l'un des héritiers du trône. Donc ici, on va avoir un peu plus de détails sur l'enfance de Cardan. Cardan, je dis les deux moi. Et il y a une ambiance beaucoup plus conte cruel, mais conte quand même, que dans la saga initialement. Ça fait un peu comme un des livres de Lee Bardugo, Le Chant des Ronces. Un peu cet effet là, il est vraiment hyper bien illustré, vraiment, mais c'est une merveille. Je vous avais montré des extraits en live, je le trouve vraiment divinement beau. Pour le coup, c'était pas une lecture sensationnelle, j'ai bien aimé, il y avait vraiment ce côté féerique très plaisant, mais pas plus que ça n'a pas plus rajouté à mon appréciation globale de cette histoire, ça n'a pas justifié, si on peut dire ça comme ça, le comportement qu'il a. Bref, c'était pas une lecture très transcendante, mais je peux pas dire que c'était pas agréable. Il y avait vraiment cette impression de lecture de conte que j'ai eue et qui était quand même assez appréciable. Et pour finir ce point lecture, je vais vous parler de Gilded de Marissa Meyer, publié aux éditions de Saxus. Pour ceux qui demandent, oui, c'est pas la version que vous trouvez en librairie, c'est la version du book tour qu'il y a eu pour la signature. Alors, c'est une version collector, but peut-être qu'ils vont en refaire, je sais pas trop comment il fonctionne, j'avoue. Nous avons ici la protagoniste Cerilda, qui est née maudite. Bien avant sa naissance, le dieu du mensonge la maudite. Cool. Elle va commencer à raconter de plus en plus d'histoires, des histoires fausses, et ça va attirer le regard, j'allais dire l'oreille, mais c'est pas comme ça qu'on dit, mais vous avez compris. Donc ça va attirer l'attention du roi des aulnes, parce que ces histoires sont hyper fantasques, très intéressantes, mais surtout fausses. Il va donc convoquer Cerilda, et il va lui ordonner une tâche impossible, filer de la paille d'or. Mais bien évidemment, avant le lever du soleil. Et sans le vouloir, Cerilda, désespérée, va faire appel à quelqu'un de très spécial, un homme qui va accepter de l'aider et forcément il va y avoir une contrepartie. Pour le coup, je ne connais pas très bien le conte d'origine, mais j'ai passé un super moment de lecture. Le roi des aulnes, c'est vraiment un personnage extrêmement flippant, mais genre tu prends plaisir à flipper. Très bizarre comme sensation. Cerilda a vraiment ce truc hyper intéressant parce qu'elle est hyper particulière et au début difficile à cerner, donc on apprend à être curieux, à essayer de comprendre comment elle fonctionne, à essayer de grappiller toutes les infos qu'on peut sur elle. Comme vous avez pu vous en douter avec le résumé, on n'est pas du tout sur un conte de fées merveilleux, bien loin de là. C'est un roman où vraiment il y a la tension qui règne, quelques petites horreurs. À noter qu'il y a quand même quelques horreurs qui sont décrites, des petits meurtres par-ci par-là avec un tyran, et j'ai beaucoup aimé aussi le traitement des personnages secondaires qui vont venir épauler la protagoniste, notre héroïne, et qui rend le tout et l'histoire beaucoup plus intéressante que ce que je pensais de base allait être. Petit bémol néanmoins, c'est que pour moi il manquait un petit peu d'émotion, mais le dernier tiers est hyper prenant, tu ne peux pas le lâcher. Le personnage de Cerilda affronte et subit énormément d'horreurs et d'épreuves, et la pauvre vraiment, elle éprouve la solitude, la perte, le désespoir, il y a tellement de choses, et on comprend bien qu'au fur et à mesure qu'on apprend à découvrir ce monde, que personne est à l'abri. J'ai totalement retrouvé la plume de Marissa Meyer. Après les Chroniques lunaires, je n'avais encore rien lu d'elle, et je suis tellement contente d'avoir pu retrouver cette plume que j'aime beaucoup, c'est vraiment une comfort zone pour moi. Et bien c'en est tout pour ce point lecture, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces romans, si vous comptez les lire, ou si ne vous comptez pas les lire, et dans ce cas-là dites-moi pourquoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine vidéo, et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!